Troisième question, combien cela vous a-t-il coûté en argent ou en temps? Nous revenons ici à une douleur qu'on veut mesurable. Il faut forcer la personne à quantifier son expérience douloureuse. Quatrième et dernière question, avez-vous déjà essayé autre chose? Et pourquoi cela n'a-t-il pas marché? En réalité, cette question-ci nous permet de révéler les alternatives. C'est comme ça que vous pouvez, par exemple, identifier si vous avez déjà des compétiteurs par rapport à votre projet. Parce que s'ils ont bricolé une solution, c'est une chose. Mais s'ils utilisent une autre solution ou un autre service, ça vous permet de savoir qui en réalité sont vos compétiteurs qui sont déjà sur le marché. Donc, pendant l'entretien, résistez à l'envie de défendre votre idée. Vous n'êtes pas là pour défendre votre idée, vous êtes là pour apprendre des personnes qui rencontrent des difficultés. N'expliquez pas ce que votre idée ou votre projet va faire. N'essayez surtout pas de les convaincre que votre solution est la meilleure. Votre rôle est d'écouter. On parle ici d'écoute active. Vous êtes là pour écouter. Vous êtes là pour documenter les difficultés qu'ils rencontrent. Essayez de les relancer de temps en temps avec des questions pour approfondir en fait leur expérience. Et cherchez juste à comprendre parce que cet entretien ou ces entretiens en réalité vont devenir votre premier diagnostic. Et surtout ne notez pas seulement ce que les gens disent, notez aussi les traces qu'ils laissent. Next slide. Ce que vous cherchez n'est pas seulement l'opinion, c'est une trace. Ça veut dire qu'il faut observer leur environnement de travail ou leur environnement de manière générale. Est-ce qu'il y a un carnet dans lequel ils sont en train de remplir certaines choses à la main? Est-ce qu'il y a un groupe WhatsApp qui existe pour les professionnels de ce secteur où ils s'échangent des idées, ils s'échangent des astuces? Est-ce qu'il y a un intermédiaire, c'est-à-dire une personne entre votre client ou usager potentiel et vous? Est-ce qu'il y a une file d'attente quand vous allez sur le terrain et que vous observez l'environnement? Peut-être c'est une banque, peut-être c'est une assurance, peut-être c'est un hôpital où vous voulez proposer une solution. Est-ce qu'il y a une file d'attente? Observez, est-ce qu'il y a un paiement informel ou s'il y a un détour qui est répété. Donc vous voulez identifier les méthodes utilisées, le coût, la fréquence et les personnes qui sont impliquées dans la situation. Au bout de quelques semaines, vous allez commencer à voir véritablement ce qui se passe et ça va vous permettre d'affiner votre projet. Alors, l'innovation ne consiste pas toujours à inventer quelque chose qui n'existe pas, consiste aussi, bien évidemment, à reconnaître une pratique existante et puis simplifier cette pratique existante-là, la rendre plus fiable, plus accessible ou plus juste. Une fois le problème prouvé, c'est-à-dire une fois que vous avez réussi à prouver votre problème, nous pouvons enfin parler de valeur. Next slide. Alors, la forte valeur ajoutée n'est pas votre technologie ou votre service. C'est l'écart mesurable entre la situation d'avant, c'est-à-dire la situation avant que votre solution ou votre service n'arrive, et la situation après que votre service ou solution soit introduite auprès des personnes. La question n'est donc pas quelle fonctionnalité avons-nous ajouté. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui change réellement pour la personne? Parce qu'encore une fois, c'est les personnes qui vont dicter le succès de votre solution et non la popularité ou la beauté de votre logo. Nous pouvons donc formaliser cette idée avec une équation simple. Next slide. OK. Également, vous pouvez prendre une photo de cette formule, ça peut vous être utile. La valeur est égale à la douleur évitée multiplié par la fréquence, moins l'effort d'adoption et le coût. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première règle, en réalité, c'est que le gain doit revenir. Il y a une douleur et cette douleur cause une perte. Donc, l'objectif principal de la valeur ajoutée de votre solution, c'est que votre solution doit apporter un gain à cette personne par rapport à ce qu'elle a perdu avant que votre solution n'arrive.
Un petit gain répété chaque jour peut créer plus de valeur qu'un grand gain obtenu une seule fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que gagner 15 minutes tous les jours représente plus de 60 heures sur une année de travail. Je répète, si vous gagnez 15 minutes chaque jour de travail, sur un an, ça fait 60 heures. Deuxième règle, la friction se soustrait. Désolé, les slides sont un peu intervertis. La friction se soustrait, ça veut dire que créer un compte, télécharger une application lourde ou apprendre une nouvelle interface, c'est difficile. Convaincre un supérieur qui a déjà ses habitudes d'utiliser votre solution, ce n'est pas toujours pratique. Obtenir une carte bancaire ou disposer d'une connexion stable, tout cela réduit la valeur perçue. Ça veut dire que vous devez donc, de manière concrète, augmenter le gain, mais aussi retirer l'effort. D'accord? Votre rôle, c'est-à-dire la solution que vous apportez, a pour rôle d'augmenter le gain et de réduire l'effort. Supposons que votre solution fasse gagner 1 heure par semaine. C'est positif. Mais si elle exige une formation ou un abonnement qui est difficile à payer ou une connexion permanente ou alors 3 processus de validation en interne, vous êtes en train de transformer ce gain en difficulté parce que vous ajoutez plusieurs étapes au parcours. Et là, la personne peut se frustrer et passer à une solution qui est plus simple à utiliser. Donc, rassurez-vous toujours d'ajouter de la valeur et de résoudre les problèmes avec le moins d'efforts possible. Et en réalité, c'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup de solutions échouent malgré le gain qu'elles apportent. Next slide. Alors, ajoutez de la valeur d'un côté, puis vous la reprenez de l'autre. Imaginons que votre solution fasse gagner 2 heures. C'est très bien. Mais pour obtenir ces 2 heures, l'utilisateur doit créer un compte, télécharger 80 mégas, comprendre une interface qu'il n'a jamais vue, échanger sa routine et maintenant convaincre ses collègues d'utiliser la même application pour qu'ils puissent travailler ensemble. En réalité, le résultat net peut devenir nul. Parce que les 2 heures que votre application prétend lui faire gagner se retrouvent faire face au temps que ça va lui prendre pour apprendre à utiliser votre plateforme si ce n'est pas intuitif, autant que ça prend pour s'inscrire, autant que ça va prendre pour convaincre ses collaborateurs d'utiliser la même application et le temps que ça va prendre une fois que ses collaborateurs ont dit oui, de les former sur comment utiliser l'application. Donc il y a une juste balance qu'il faut savoir trouver qui est particulièrement importante lorsqu'on travaille sur la valeur ajoutée d'une solution. Donc si des frustrations sont rencontrées dans le processus, l'utilisateur va rentrer dans sa débrouillardise parce que ça marchait et c'était facile et c'était intuitif et les collaborateurs ont adhéré. Donc rassurez-vous toujours que la valeur que vous apportez ne vient pas créer d'autres problèmes. Next slide. Alors, l'intelligence artificielle ne trouve pas votre problème à votre place. Une des choses que j'observe ces jours-ci, et je crois que c'est la faute de TikTok et de Instagram et tous ces gens qui vous font des vidéos. Oui, commentez prompt et je vous envoie le prompt qui va vous aider à faire X. En réalité, l'intelligence artificielle ne peut pas trouver votre problème à votre place. Et vous ne pouvez pas adopter un prompt qui résout un problème qu'une personne vous propose sur Internet sans vous rassurer que vous avez les mêmes variables dans votre chaîne de valeur. Donc quelqu'un vous propose un prompt sur Internet qui va venir vous permettre d'organiser les documents dans votre machine, par exemple, je dis n'importe quoi. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez la même structure de fichier que celui qui a créé le prompt et qui vous le donne gratuitement? Ça veut dire que vous êtes en train de copier une solution qui ne s'applique même pas à votre environnement. Donc, l'intelligence artificielle ne trouve pas le problème à votre place. L'intelligence artificielle ne va pas aller au marché pour faire l'observation. L'intelligence artificielle ne va pas aller faire les entretiens à votre place. L'intelligence artificielle ne va pas faire la queue dans une banque à votre place. L'intelligence artificielle n'a pas vu le carnet où votre cible rédige ses problèmes tous les jours. En revanche, l'IA peut réduire le prix de l'erreur. Et c'est là où il faut se focaliser. Après 20 entretiens, l'IA peut vous aider à transcrire
les entretiens, à classer et à repérer les motifs récurrents à travers ces 20 entretiens. L'IA peut faire émerger des objections. Après avoir interprété vos entretiens, l'IA peut vous aider à faire émerger les potentiels problèmes, les objections que la cible peut avoir. L'IA peut vous permettre de déceler les mots-clés ou les problèmes les plus récurrents. L'IA peut donc vous aider à créer une maquette aussi. Mais ça vient véritablement après que vous ayez fait l'effort initial d'aller sur le terrain, de collecter les données, d'observer ce qui se passe et de poser les bonnes questions. Ça veut dire que l'IA va vous permettre d'accélérer comment vous apprenez, comment vous construisez votre prototype et comment est-ce que vous le testez et comment est-ce que vous le corrigez par la suite. Mais elle ne peut pas remplacer les 4 questions fondamentales qu'on a vues ce matin. Quel problème, pour qui exactement, à quelle fréquence et que fait la personne aujourd'hui sans vous? Ça, c'est les informations que vous-même devez aller chercher. Parce que l'IA ne peut pas aller chercher ces informations vu que l'IA n'a pas une manière physique de se déplacer. L'IA n'a même pas accès aux bases de données. Dites-vous bien que tous ces chats GPT, Claude et autres que vous utilisez, c'est des modèles de langage qui sont entraînés sur des données de l'Occident et non sur les données de l'Afrique. Donc même quand vous utilisez l'intelligence artificielle, il faut comprendre que vous devez donner un contexte ou vous devez donner des données une base de données initiale pour que les réponses soient contextualisées à ce que vous vivez aujourd'hui. Sinon, les réponses seront génériques, mais génériques par rapport à l'Occident, pas par rapport au Cameroun. Donc, mettre IA dans votre pitch n'est pas une proposition de valeur. Et ça, on le voit aujourd'hui. Beaucoup de start-upers, tous les projets qu'ils proposent, toutes les solutions qu'ils proposent aujourd'hui, il y a dedans, il y a dedans, il y a dedans, il y a dedans. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il faut que l'IA que vous proposez, ou l'utilisation de l'IA que vous proposez dans votre produit, ait véritablement une valeur ajoutée et vienne véritablement résoudre un problème réel. La bonne utilisation de l'IA consiste à apprendre plus vite et sur la base du réel, pas l'éviter. Ça veut dire que avant d'introduire l'IA dans votre projet, allez d'abord sur le terrain, voir ce qui se passe. Ensuite, vous prenez les informations qu'il y a sur le terrain là et vous venez donner ça à l'IA. Et là, l'IA sera beaucoup plus performant. Nous allons maintenant appliquer toute la méthode à votre propre idée. Next slide. OK. Ça, c'est votre fiche. Faites la photo. OK. Vous allez travailler dessus. Bon, on n'a plus véritablement de temps parce qu'on m'a donné 45 minutes. Initialement, c'était prévu pour 1 heure. On allait faire l'activité ensemble et puis on allait avoir un retour d'expérience des membres de la salle pour que je les aide à peaufiner leur idée. Mais on pourra échanger les contacts et rester keep in touch. Donc, voici votre fiche en 5 lignes. D'accord? Première ligne. Qui souffre exactement? Ça veut dire que vous devez identifier une personne précise par rapport à votre projet. Ne dites pas les jeunes. Les jeunes, c'est vague. Dans les jeunes, il y a les gens qui sont mariés, célibataires, divorcés déjà. Il y a ceux qui sont veuves, il y a ceux qui sont pères, mères de famille. Jeunes, c'est vague. Il y a les étudiants, il y a les jeunes travailleurs. Quand vous dites les jeunes, c'est trop vague. Évitez de dire les PME. C'est vague. Les PME qui font dans quel secteur? Ou les PME qui exercent dans quel secteur d'activité? Soyez précis. Ne dites pas les Camerounais, encore une fois, c'est très vague. OK? Par exemple de qui souffre, c'est-à-dire de cible. Le gérant d'un petit restaurant qui reçoit ses commandes par WhatsApp. C'est très précis. Si vous êtes gérant d'un restaurant, mais vous ne recevez pas vos commandes par WhatsApp, ça ne vous concerne pas. Si vous n'êtes pas gérant d'un restaurant, mais vous travaillez dans un restaurant et vous utilisez WhatsApp, ça ne vous concerne toujours pas. Le gérant d'un petit, parce qu'il y a petit restaurant. Si vous avez un grand restaurant comme le Famous, ça ne vous concerne pas. Le gérant d'un petit restaurant qui reçoit ses commandes par WhatsApp,
C'est très précis, c'est très circonscrit. Ça veut dire que la solution sera précise. Deuxième ligne, de quoi souffre-t-il ou elle? Décrivez le problème sans mentionner votre solution. Vous devez être capable de décrire un problème sans mentionner ce que votre solution présente. Troisième ligne, combien de fois cela arrive-t-il par semaine ou par mois? Quatrième ligne, comment cette personne se débrouille-t-elle aujourd'hui sans vous? On a parlé du passé. Qu'est-ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'ils ont eu à faire pour pouvoir résoudre ce problème avant que votre solution n'arrive? Cinquième ligne, combien? Combien est-ce que cette débrouillardise lui coûte en francs ou en heures? Si vous avez un problème avec une de ces lignes-ci, c'est-à-dire si vous bloquez sur une de ces lignes, écrivez la vérité. Je ne sais pas. N'inventez rien. Si quand vous faites cet exercice par rapport à votre projet, vous vous rendez compte que vous n'avez pas l'information sur une de ces lignes, n'inventez rien, mettez juste « je ne sais pas ». Et maintenant, ça va vous pousser à aller sur le terrain pour chercher l'information. Donc, faites cet exercice, je vous encourage à faire cet exercice aujourd'hui pendant que c'est frais dans votre tête pour tous les porteurs de projet. Ça va vous permettre de véritablement mettre votre projet en perspective. Maintenant, à partir de votre fiche, next slide, à partir de votre fiche, voici le travail concret à poursuivre cette semaine. Parce que moi, c'est un enseignant et donne les devoirs à tout le monde. Donc, avant de travailler sur votre projet cette semaine, faites 3 choses. Première chose, les 5 conversations de 20 minutes. Utilisez les 4 questions du passé, ne présentez pas votre solution. Identifiez 5 personnes qui vivent réellement le problème que votre projet veut résoudre. 5 personnes, 5 conversations de 20 minutes, pas plus. Deuxième chose, commencez un carnet de débrouille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes à qui vous parlez là, qui sont susceptibles d'utiliser votre solution, votre service, ou avoir besoin de votre projet, commencez à documenter toutes les manières avec lesquelles ces personnes-là se sont débrouillées avant que vous ne veniez avec votre solution. Tout simplement parce que ça va vous permettre d'identifier les différentes formes de problèmes qu'ils rencontrent et comment est-ce qu'ils les ont résolus. Pour les personnes qui suivent, ça veut dire qu'en réalité, ce carnet de débrouillardise va vous permettre à vous de faire quoi? Ça va vous permettre de faire quoi? De créer les fonctionnalités de votre projet. N'est-ce pas? Parce que si vous voyez comment ils ont réussi à résoudre les problèmes eux-mêmes sans votre produit, et que vous documentez les différentes manières avec lesquelles les gens ont résolu ce problème, ça veut dire que c'est des fonctionnalités que vous pouvez intégrer dans votre service. Ok. Troisièmement, écrivez une phrase de valeur chiffrée. Je fais gagner X à Y Z fois par mois. Très simple. Je fais gagner X à Y Z fois par mois. C'est-à-dire je fais gagner tel montant à tel utilisateur tel nombre de fois par mois. Par exemple, je fais gagner 2 heures par semaine aux gérants de petits restaurants qui centralisent aujourd'hui leurs commandes manuellement. D'accord? Vous devez créer une phrase de valeur chiffrée. Alors, si vous ne pouvez pas remplir cette phrase, vous n'êtes pas encore prêt à travailler sur votre service. Vous n'êtes pas encore prêt à commencer à coder. Il faut retourner sur le terrain pour avoir l'information. Alors, retenez les 2 outils de cette session, les 3D, douleur, durée, débrouille, et puis la formule de valeur, c'est-à-dire que la douleur évitée multipliée par la fréquence, moins l'effort et le coût. Alors, je vais terminer avec une seule idée. Next slide. Le Cameroun n'a pas un déficit d'idées. La preuve en est que vous êtes ici dans cette salle avec plein de projets. Il a un déficit de preuves, à mon avis. Ça veut dire que nous avons des personnes créatives, nous avons des développeurs, nous avons des entrepreneurs, nous avons des étudiants, des innovateurs capables de produire des solutions remarquables, mais une solution forte commence toujours par une discipline.
La discipline, c'est qu'il faut regarder, il faut écouter et il faut mesurer et vérifier. Alors, en sortant d'ici, ne cherchez pas immédiatement à ajouter une fonctionnalité à votre projet ou à votre solution. Allez chercher comment est-ce que les gens se débrouillent déjà. Parlez aux personnes concernées, comprenez ce qu'elles font déjà, chiffrez leur douleur, mesurez la fréquence et réduisez la friction. C'est seulement comme ça que votre idée va devenir une solution tangible et qu'une solution devient un impact. Merci pour votre attention.